Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de Témoins de campagne, toujours en compagnie de Jack Lang. Alors, on va se livrer dans cette partie à une interview. Vous avez longtemps été ministre de la Culture. Quelle va être la place de la culture dans le programme de François Hollande? On sait qu'il a promis une grande loi d'orientation sur le spectacle vivant, qu'il a voulu protéger le budget de la culture et aussi remplacer la loi Hadopi par une loi d'expression culturelle, concrètement d'exception culturelle. D'exception culturelle. Pas concrètement, c'est déjà beaucoup, dire que... Mais qu'est-ce que ça cache, ces termes qui peuvent être un peu abscons pour ceux qui nous regardent? Vous parlez de cette histoire de loi d'exception culturelle. Je crois qu'il a souhaité dire, on aurait pu l'exprimer autrement, que ça concerne la question, disons, d'Internet. Et je crois qu'en effet, dans la ligne de ce qu'ont été les grandes lois de régulation de l'économie de la culture, dont j'ai été l'auteur en grande partie, la loi sur le prix unique du livre, la loi sur le cinéma, les lois sur la musique, les quotas de musique à la radio, à la télévision. Je crois que le devoir de la collectivité publique, c'est d'établir un équilibre entre la liberté, entre deux libertés, disons, la liberté des internautes et la liberté des auteurs et des créateurs. Donc c'est ce qu'il propose, qu'une loi qui se substituera à la loi Hadopi, qui n'est pas en elle-même aussi mauvaise qu'on le dit, mais qu'en tout cas qui est habitée par une orientation de régulation qui me paraît juste, c'est mon point de vue personnel. Donc une loi qui essaiera de concilier ces deux droits ou ces deux libertés. Et sur le spectacle vivant, le statut des intermittents, est-ce qu'il va y avoir des avancées? C'est une question qui va réapparaître inévitablement, car l'accord qui a été conclu vient à expiration, je crois, l'année prochaine. Alors, tout est ouvert, je pense qu'une négociation s'engagera, dans quelles conditions, c'est trop tôt pour le dire. Mais est-ce que les promesses qui ont été faites, notamment dans la campagne des primaires, on a vu la surenchère de Martine Aubry, de François Hollande, sur le budget de la culture, est-ce que ça va être tenable financièrement? Écoutez, c'est une question de choix. Si la culture n'est pas à gauche un choix prioritaire, de même que doit l'être le choix de l'école ou de la recherche scientifique, c'est quoi la gauche? Là aussi, on revient à des questions d'identité de chacune des grandes familles de pensée. Bon, là, la gauche, pour moi, c'est la gauche de la justice et de l'innovation. Il n'y a pas de gauche, comme on disait naguère à la fin du IXe siècle, on vous l'apprend ici à Sciences Po dans les cours d'histoire, le parti du mouvement. Le parti du mouvement, c'est le parti de la justice sociale et de l'invention, de la création et de l'innovation. Voilà. Si François Hollande est élu, est-ce qu'on retrouvera Jack Lang au ministère de la Culture? Moi, je n'y serai pas, non, je ne pense pas. Non, très bien. Mais on peut trouver d'autres personnalités qui auront un style différent et qui apporteront leur marque personnelle. Très bien. Alors, la jeunesse était également censée être au centre de la campagne de François Hollande, mais elle a un petit peu cédé le pas au profit de préoccupations d'ordre plus économique, d'ordre financier. Est-elle passée au second plan, Jack Lang? Non, vous qui avez été ministre de l'Éducation aussi. Non, elle n'est absolument pas passée au second plan, puisque toutes les mesures concrètes que vous pouvez qualifier de technocratiques, mais qui ne sont pas technocratiques, qui ont une écriture parfois un peu trop chiffrée, si vous voulez. Je pense au plan pluriannuel de création d'emplois de professeurs et de recrutement de maîtres, à la reconstruction d'une véritable formation pratique des maîtres. Je pense au contrat de génération dont a parlé à plusieurs reprises François Hollande, et quelques autres projets concrets visent à donner toute leur chance aux jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi les jeunes se désintéressent-ils actuellement de la politique? On a vu pas mal d'études qui montrent qu'ils ne sont pas très impliqués dans cette campagne. Je ne partage pas ce sentiment. Il se fait que, vous m'interrogez moi-même, il se fait que je suis quelqu'un qui circule énormément, je traverse les villes à pied, j'aime ça. Je prends les transports en commun, j'aime ça, et je rencontre par conséquent beaucoup de gens, et beaucoup de jeunes en particulier, qui viennent vers moi et qui ne me donnent pas le sentiment du tout de se désintéresser. Ils ont leur manière à eux de poser des questions. En tout cas, je peux dire que beaucoup d'entre eux... Est-ce qu'il faut adopter un autre langage pour leur parler? Il faut pas vouloir jouer aux jeunes qu'on n'est pas ou qu'on n'est plus. Mais parfois, c'est vrai. S'il y a un point sur lequel je trouve que les hommes politiques, en général, parlent une langue vis-à-vis des jeunes qui est étrange. Ils parlent des jeunes souvent, pas tous, mais comme si c'était une tribu un peu étrange, comme si c'était une peuplade. Mais si on s'approprie leur code, on pense à Martine Aubry. Mais il ne s'agit pas à l'inverse de vouloir jouer le jeune qu'on n'est pas. Mais c'est une question de contact,
de relations simples, directes, et d'abord, je dirais, de pouvoir mieux comprendre, d'écouter, non pas de se soumettre aux aspirations de l'homme, mais de mieux comprendre. L'autre jour, moi j'étais, et je crois que en France, il n'y est pas allé. Il y a une manifestation à laquelle je vais chaque année, ou chaque fois qu'elle a lieu, qui s'appelle AnimaFac, qui réunit des étudiants venant de la France entière, qui sont les auteurs d'initiatives de toutes sortes, culturelles, sportives, humanitaires, de développement. Bon, j'ai pris là un bain fantastique. Et je pense que les responsables politiques doivent prendre le temps de s'immerger un peu partout à travers d'écouter les messages de la jeunesse et d'en poser des questions, de mieux comprendre, de mieux... Il y a une des questions qui se posera, je pense, pour le futur ministre de l'Éducation nationale. L'imaginaire, c'est une question grave celle-là, l'imaginaire collectif s'est transformé. L'imaginaire d'un enfant ou l'imaginaire d'un adolescent n'est plus celui qui existait il y a une quinzaine d'années. Il faut essayer la place de la mondialisation, les médias, la société de consommation. Bref, il y a un changement très profond qu'il faut essayer d'analyser. Non, justement, pas pour s'y adapter, pas pour s'y plier, mais pour essayer de trouver les chemins de traverse, disons. Pour tenter d'y résister, alors ? Pour tenter, oui, d'y résister, finalement. Parce que, pour moi, l'école, peut-être je change de sujet par rapport à ce que vous dites, c'est une école de la résistance culturelle. C'est une école, dans cette période d'uniformisation, de standardisation, il est vital que l'école, les universités, votre école ici, soient des lieux d'excellence préservés et même renforcés. Et soient des lieux de civilité, de civilisation, face à une société, peut-être qu'on en revient au drame d'aujourd'hui, malheureusement, parfois tentée par la sauvagerie. Quels grands axes de réforme, en bref, pour redynamiser le système éducatif? Une réforme du baccalauréat, par exemple? Non, ça c'est justement, c'est typiquement, pardonnez-moi de vous le dire, c'est typiquement le genre de réponse, pas par vous, donnée par des gouvernements qui ne veulent rien faire. On amuse la galerie avec le baccalauréat. Le vrai sujet, c'est avant. C'est que fait-on pour l'école primaire? D'abord, on remet en cause de très grandes bêtises ont été commises. La semaine de 4 jours est une imbécilité pédagogique. La réduction du temps scolaire de 28 à 26 heures est un non-sens. Les programmes sont à revoir. Et puis surtout, alors la question clé sur laquelle le gouvernement devra travailler, c'est comment créer une véritable école supérieure de formation pratique des maîtres. Aujourd'hui, ça c'est pas de la techno, c'est pas du baratin. Aujourd'hui, à la rentrée prochaine, les futurs jeunes maîtres vont arriver dans les écoles ou dans les collèges, dans les lycées, sans avoir aucune préparation pratique à l'exercice du métier. Vous, à Sciences Po, vous avez quand même droit, et de plus en plus, à des stages à l'étranger, dans les entreprises, dans les administrations. Pour les professeurs sont les seuls professeurs d'enseignement scolaire, sont les seuls qui sont privés dans la fonction publique d'une préparation pratique. À la différence des magistrats, à la différence des gens des impôts, à la différence des infirmières ou d'autres. Alors, l'un des grands projets, un des grands chantiers, ce sera de construire une école de formation pratique supérieure des futurs maîtres. À travers cela, d'ailleurs, il faudra engager une réflexion sur ce qu'est... Plus de pédagogie, ce que veut dire enseigner aujourd'hui, ce qu'est un enfant aujourd'hui, ce qu'est un adolescent aujourd'hui, ce qu'est un jeune aujourd'hui. On a bien compris. Donc l'éducation sera un des grands chantiers du prochain gouvernement. On va s'intéresser à présent à la campagne des élections législatives. Votre candidature a connu des rebondissements. Vous n'avez pas été réinvesti dans le Pas-de-Calais. Non, c'est pas vrai. La circonscription a disparu. Vous n'avez pas, donc vous ne pouvez plus vous présenter en tout cas dans le Pas-de-Calais. Depuis mi-décembre, des rumeurs avaient annoncé votre arrivée dans les Vosges, département où vous êtes né. D'autres rumeurs vous avez ensuite envoyées en Haute-Garonne, dans la Somme, dans l'Aisne ou les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'on peut parler quand même ici de parachutage? Absolument pas. D'abord, si on m'a envoyé, c'est contre mon gré. Je n'ai jamais demandé à être candidat ici ou là. Si c'est contre votre gré, ça relève un peu du parachutage. Alors non, dans les Vosges, ça c'est mon choix. Mais tout ce que vous avez décrit avant, je ne sais plus très bien. Les rumeurs dans la presse. Oui, la presse, bon. C'était des rumeurs absolument journalistiques ou vous avez... Journalistiques ou peut-être telle personne de l'appareil politique socialiste, je n'en sais rien. En tout cas, pour moi, il était clair que je ne serais candidat ailleurs que s'il y avait une volonté des militants. Justement, est-ce que vous la trouvez, cette volonté, cette légitimité chez les militants dans les Vosges? Et deuxièmement, un lien, je dirais, historique, personnel avec... Vous êtes né dans les Vosges, dans le cas de la circonscription où je suis, ce n'est pas un parachutage. Les militants m'ont sollicité à la quasi-unanimité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le cercle s'est très largement agrandi. J'ai le soutien de
tous les élus, de tous les militants, si vous voulez, du département des Vosges, pas seulement ma circonscription, de toutes les Vosges. Et deuxièmement, bon, il se fait que je suis né à Mirecourt, j'y étais la semaine dernière pour soutenir le candidat d'une autre circonscription qui, je pense, sera élu. J'y ai passé des moments heureux de mon adolescence, de ma jeunesse. J'ai été professeur à Nancy, comme vous le savez, c'est la ville dans laquelle j'ai vécu. J'ai été doyen de la faculté de droit de Nancy. J'ai créé là-bas un festival de théâtre qui, à une époque, a été mondialement connu. En quoi est-ce un parachutage? J'ai des liens très étroits avec la Lorraine, c'est mon pays natal, c'est le pays de ma jeunesse, et j'y suis resté pleinement jusqu'à l'âge de 40 ans. On a bien compris votre Pas de position. On va parachutage, rester sur l'après-présidentielle. Oui, l'après-présidentielle, les législatives, donc vous êtes candidat, on le dit encore une fois, dans les Vosges, et vous avez annoncé récemment viser le perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale. C'était dans une interview que vous avez accordée au blog La Girafe qui rit, qui est un blog local, je crois, de votre région. On sait que Ségolène Royal-Brigue aussi ce poste, qui lui avait été plus ou moins promis par l'ensemble des ténors du Parti socialiste après sa défaite aux primaires. Est-ce que vous êtes en train d'opérer une guerre de personnes? Est-ce que vous êtes en train de chasser sur les terrains de Ségolène Royal? Bon, d'abord, ce blog est un blog très intéressant. C'est un blog local du canton de Bruyères. Et c'est une ancienne journaliste de l'Est républicain qui a créé ce blog qui a eu un succès extraordinaire localement et du coup aussi peut-être nationalement, puisque vous en parlez. Mais pas encore une chaîne nationale à Sciences Po. Non, mais d'autres en ont parlé aussi. C'est pourquoi vous l'évoquez aujourd'hui. Non, c'était au détour d'une conversation. Elle me demandait, je crois, si je souhaitais revenir au gouvernement. Je lui ai dit non. Je préférerais m'investir à fond dans la nouvelle Assemblée nationale. Pourquoi ne souhaitez-vous pas revenir au gouvernement? C'est important parce que dans le rééquilibre des pouvoirs, entre l'exécutif qui aujourd'hui tient tout et l'Assemblée nationale qui a peu de pouvoir, il faut que demain nous ayons enfin un équilibre des pouvoirs et je voudrais m'investir dans la future Assemblée nationale. Pourquoi ne voulez-vous Alors pas elle m'a revenir au dit, gouvernement? est-ce que vous devriez devenir président? Je ne vais pas m'auto-proclamer, vous avez dit, mais s'il n'advient que je peux être candidat, pourquoi pas? Même si Ségolène Royal, elle aussi... Oh, il n'y a rien n'est interdit, on peut être candidat évidemment, il n'y a pas d'obstacle. Est-ce que ça réanime pas un peu? D'abord, il faut que je sois élu député. Je crois que je le serai. Je crois même qu'on va réussir à faire élire. Il y a 4 députés, UMP sur 4 dans les Vosges. Je pense qu'il y en aura au moins 2 qui seront socialistes, sinon 3. C'est ma petite bataille personnelle dans le cadre de la grande bataille générale. Mais est-ce que ça réanime pas un peu la guerre des égos qui a miné le PS pendant longtemps? Non, la question, bon, ça a été évoqué, vous m'en parlez, je vous réponds par courtoisie, et fermons le chapitre. C'est vrai que ça avait été promis à Ségolène Royal après sa défaite. J'en sais rien, moi, je ne sais pas là. Ça avait été annoncé. J'en sais rien. Bon, et pourquoi, dernière De question... toute façon, la décision sera prise si véritablement on respecte la nouvelle Assemblée nationale. Et on établit un véritable équilibre entre les pouvoirs. La décision sera prise par les députés et non pas imposée par un appareil ou par... Et justement, est-ce que c'est pas anticiper un peu trop vite une victoire aux législatives aussi de telles déclarations? Ou est-ce que vous la considérez comme acquise déjà? Vous voulez dire la mienne ou Celle du PS et celle de la gauche. Disons que si François Hollande est élu, je pense qu'il a de grandes chances de l'être, dans la foulée, l'Assemblée nationale sera une assemblée orientée à gauche. Et par le mécanisme pur des institutions ou par l'état de grâce ou par l'état de grâce, par la volonté de mettre en cohérence la couleur politique du président et la couleur politique de l'Assemblée, par volonté d'efficacité, par la qualité aussi des candidats. Il y a beaucoup d'excellents et nouveaux candidats partout qui ont commencé leur campagne tout en soutenant la campagne de François Hollande. Je pense que oui, il y aura une assemblée orientée à gauche qui en même temps représentera, je l'espère, la diversité des couleurs, la diversité des générations. Vous n'avez pas peur d'être taxé d'arrogance par l'UMP en avançant de telles certitudes? Mais moi je me bats pour gagner, que voulez-vous? Je ne me bats pas pour perdre. Je me bats dans le département des Vosges, je me bats pour que c'est une longue histoire, l'histoire politique des Vosges que j'ai bien connue par mes parents. C'était un département de gauche. Je me bats pour que les Vosges redeviennent un département de gauche. Et j'espère y réussir. Et quand je me bats, généralement, je réussis. Dernière petite question. Pourquoi refuserez-vous d'être au gouvernement? Parce que d'abord, je crois qu'il faut faire place à d'autres. Place à la jeunesse, notamment? Jeunesse ou pas, d'ailleurs, à des gens qui
Est-ce que le gouvernement va être composé, à ce que vous en savez pour l'instant, des ténors actuels du Parti socialiste, ou bien de nouvelles têtes, de nouvelles figures? Je pense qu'il y aura les deux. Je pense que un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui sait entremêler les générations expérimentées et les nouvelles générations. François Mitterrand l'avait fait à sa manière en 81. Il y avait un homme comme Gaston Defferre, qui avait 72, 73 ans et qui avait une grande expérience de la politique, de la résistance, d'une mairie Marseille, qui a été l'auteur d'une loi historique sur la décentralisation. Et puis il y avait des gens plus jeunes, à l'époque, j'étais plus jeune, nous étions une génération de 30-40 ans, disons, nous étions des Bleus. Débarquions, même si nous avions par ailleurs une expérience politique de terrain très, très, très longue, à travers les luttes contre le colonialisme, à travers toute une série de combats culturels ou politiques. Donc un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui entremêle les expériences et les générations. Ce sera le mot de la fin. Merci Jack Lang d'être venu sur le plateau de Témoins de campagne. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Témoins de campagne.